Alors, après avoir brièvement expliqué ce qu'était un algorithme, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder bien comment on peut comparer la performance de différents algorithmes et comment ils se comportent lorsqu'on change la taille des données. Alors, la complexité algorithmique, justement, c'est ce qui va nous permettre de donner une espèce de métrique sur un algorithme pour dire, eh bien, comment il va se comporter lorsque le problème en entrée de l'algorithme change de taille. Si par exemple on double la taille du problème, est-ce que le temps de calcul de l'algorithme va doubler ou bien tripler, quadrupler, etc. C'est ce qu'on va appeler la notion de complexité algorithmique. L'idée de base de la complexité est relativement simple, hein. Euh, Plus le problème sera grand et plus ça va prendre de temps pour résoudre ce problème. C'est ce qu'on appelle typiquement une tautologie, donc une évidence logique. On peut illustrer ça comme suit, hein. Là, vous avez une collection où chacune des barres qui se trouvent dans cette collection-là représente l'élément qu'on souhaite trier, et puis plus la barre est grande, plus l'élément est grand. Et puis, bien, on a cette collection ici à gauche, un algorithme de tri au milieu, peu importe lequel, et puis à la fin, ici à droite, on a notre collection triée. Et la question de la complexité va être en fait combien de temps en plus va prendre un tri si on augmente la taille de l'ensemble qui est ici donné à gauche. Concrètement, on peut voir ça un petit peu différemment. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris un ensemble avec 10 000 éléments entiers et je les ai triés sur mon ordinateur. J'ai mesuré le temps que ça a pris et j'ai obtenu 1,67 secondes. La question qu'on se pose maintenant, c'est je double la taille de ma collection, j'ai donc ici 20 000 éléments. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour pouvoir trier ces 20 000 éléments? Selon vous, combien de temps est-ce que ça va prendre? Eh bien, il a fallu 4 fois plus de temps au même algorithme pour trier 2 fois plus d'éléments, soit environ 6,8 secondes sur mon ordinateur. Et cette question, combien de fois plus de temps faut-il quand on augmente n, c'est la question de la complexité. La complexité, c'est donc le lien entre la taille n d'un problème et le temps pour résoudre ce problème. On réfléchit aussi parfois en termes de mémoire, mais grossièrement, c'est vraiment le lien entre la taille n d'un problème et le temps. Alors, la notion de complexité, elle est reliée à une notion qui provient du fait que tous les algorithmes ne sont pas équivalents. En effet, il y a certains problèmes informatiques qui sont considérés comme étant des problèmes faciles, et d'autres problèmes sont des problèmes difficiles. Alors, l'algorithmique, eh bien, tout d'abord, c'est une branche de l'informatique théorique qui est à l'intersection en fait entre les mathématiques et l'informatique théorique. Si vous faites des études plus poussées en informatique, vous aurez un cours entier dédié normalement à l'algorithmique, dans lequel en fait on s'intéresse aux caractéristiques des algorithmes et à leur temps d'exécution notamment. L'analyse des algorithmes, ben, ça se fait à l'aide de la notion de la complexité. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes qui sont dits des problèmes faciles, qui appartiennent à une classe de problèmes qu'on appelle les problèmes P. C'est un ensemble de problèmes P, qui est l'ensemble des problèmes qui sont résolvables en un temps polynomial. Ça veut dire que, eh bien, ces problèmes, on peut les résoudre en un temps polynomial. Donc la complexité de ces problèmes-là, eh bien, c'est un polynôme. Il existe une autre classe de problèmes qu'on appelle les problèmes difficiles ou les problèmes NP.
c'est des problèmes qui sont décidables en temps polynomial. Ça veut dire qu'on peut vérifier si une solution est juste ou pas en un temps polynomial, mais pas trouver cette solution. Donc en gros, les problèmes NP, c'est des problèmes pour lesquels il est facile de dire si une solution est juste ou pas, mais c'est difficile de trouver une solution à un problème. Et puis, une des grandes questions qui sous-tend toute l'algorithmique, c'est est-ce que finalement P est égal à NP ou bien pas? Ça, c'est le théorème de la NP-complétude. C'est ce qu'on appelle un problème du millénium. Et un Millennium Prize Problem. Et si vous résolvez cette démonstration, à savoir que P est égal à NP, ou bien P n'est pas égal à NP, bien vous avez la possibilité de gagner $1 million pour ça. Alors c'est un problème qui est complexe à résoudre. Ici, on fait juste gratter la surface en fait de cette question de complexité et d'NP-complétude. On va faire un exemple tout à l'heure pour voir qu'est-ce que c'est un problème qui est NP complet. Mais cette question-là de P est égal à NP n'est aujourd'hui pas résolue et on ne sait pas en fait si pour les problèmes difficiles on n'a pas encore trouvé de solution facile ou bien si finalement les deux sont disjoints. Alors prenons un exemple d'un problème qui est NP complet, donc difficile. C'est ce qu'on appelle le problème des pastèques. Alors ce problème des pastèques, il est très simple à comprendre. Imaginons qu'on a un fermier ou une fermière qui a besoin d'emballer des pastèques dans des boîtes. On a ici un certain nombre de fruits. Chacun de ces fruits ici a son poids qui est noté à côté. Et puis on a également 4 boîtes. Chaque boîte peut tenir 12 kg sans se casser. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que on a assez avec 4 boîtes pour pouvoir porter tous les melons au marché. Alors, voilà une solution possible de ce problème. Donc là, on a, dans la première boîte, on voit ici qu'on a mis un melon de poids 5 et un melon de poids 6. Dans la deuxième boîte, on a pris 3 melons de poids 4. Pour cette boîte ici, un melon de poids 2, 2 de poids 3, 1 de poids 1. Et dans la dernière boîte, un melon de poids 8 et 2 melons de poids 2. Si vous contrôlez, eh bien, vous verrez que tous les melons qui sont ici à gauche ont été pris en considération et qu'aucune de ces boîtes qui est là ne doit porter plus que 12 kg. Donc, vérifiez si la solution est juste ou pas. Vous êtes d'accord avec moi que c'est très facile. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, eh bien, si on essaye de designer un algorithme qui va essayer de mettre les melons dans les boîtes, eh bien, le problème est difficile parce qu'en fait, on n'a pas le choix que d'essayer toutes les possibilités jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui est bonne. Potentiellement, ça peut venir rapidement, mais potentiellement aussi, ça peut venir à la fin. Et ici, on a un problème avec uniquement 12 melons, mais si d'un seul coup, on a 1 million de melons, par exemple, eh bien, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre avec une approche traditionnaliste, avec un ordinateur, on n'arrivera pas à résoudre ça. Parce que, justement, c'est un problème NP complet dont la complexité est grande. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée de ce que c'est un problème NP complet. C'est un problème pour lequel on va devoir essayer toutes les possibilités, énumérer toutes les possibilités, et le nombre de possibilités croît de manière explosive dans un tel problème, et on n'a pas d'autre solution meilleure que ça aujourd'hui. Pour pouvoir donner une idée un peu de cette complexité, on utilise en algorithmique ce qu'on appelle la notation grand O. C'est cette notation qui est ici, donc avec un O qui se termine comme ça, un petit peu bouclé. Et ce grand O ici va nous donner l'ordre de la complexité. Alors, pour obtenir
l'ordre d'un algorithme, eh bien, on va faire tendre la taille n du problème vers plus l'infini, et puis on va calculer une espèce de limite qui va nous donner la complexité du problème. Alors, différents types de complexité, eh bien, vous en avez ici plusieurs, ordre n, complexité linéaire, complexité quadratique, ou d'autres choses un peu plus exotiques comme ordre n log n. Alors, on retrouve ici également ordre 1, ça c'est ce qu'on appelle en temps constant. Un exemple de programme qui fonctionne en temps constant, c'est l'accès à un élément d'un tableau. Peu importe quel élément du tableau vous prenez, eh bien, vous allez accéder à n'importe lequel de ces éléments en un temps constant. Ordre n, un exemple d'algorithme d'ordre n, eh bien, c'est pour trouver le plus petit élément d'un tableau. Pour pouvoir trouver le plus petit élément d'un tableau, eh bien, il faut parcourir chacun des éléments du tableau. Et on se rend compte assez vite que si on double la taille du tableau, eh bien, ça va prendre 2 fois plus de temps pour pouvoir trouver le plus petit élément. Et ça va croître linéairement. Si on fait x10 la taille du tableau, eh bien, ça va prendre 10 fois plus de temps pour pouvoir trouver le plus petit élément. Et puis on a ensuite d'autres types de complexité, comme la complexité quadratique, ou d'autres choses comme encore ça qui va être une complexité exponentielle. Celle-ci est nommée la complexité polynomiale. Ici, elle est quadratique. J'ai essayé de représenter sur cette image le rapport entre la taille d'un problème, ici en ordonnée, en abscisse, pardon, et le temps d'exécution qu'il faut pour réaliser la solution de ce problème-là. Donc, en ordonnée, vous avez ici le temps. Alors, sans surprise, lorsqu'on a une complexité linéaire, eh bien, une complexité constante, on va avoir ici une droite qui va dire que peu importe la taille de notre problème qu'on considère, eh bien, on va mettre toujours le même temps pour le résoudre. On retrouve ensuite la complexité linéaire, donc ce sera une droite. Cette droite ici va avoir une certaine pente, et si on augmente la taille de notre problème, eh bien, le temps va augmenter linéairement. On retrouve ici une complexité polynomiale de type n carré. Alors ici, eh bien, ce qu'on voit, c'est que si on double la taille du problème, eh bien, le temps fait x4. Ici, on a une complexité quadratique. Et puis, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus difficiles à appréhender, comme par exemple log n, ici, ou n log n, qui nous permettent de se représenter un petit peu comment ces différentes complexités se comparent les unes aux autres. Et là, on retrouve quelque chose de pas très agréable, n factoriel qui va croître extrêmement vite, par exemple. Donc ça, c'est pour vous donner encore, sans entrer dans le détail, une idée de ce qui se passe avec les différentes catégories de complexité des algorithmes. On retrouve ici la même chose, mais en chiffres. Donc, si on a n, la taille de notre problème, eh bien, si on prend n carré et n factoriel, vous voyez que si on est par exemple à 4 pour la taille de notre problème, n carré va être 16, n factoriel 24, bon, ça ressemble beaucoup en termes de facteurs, mais si on est à 8, eh bien n carré va être 64, alors que pour n factoriel, eh bien, on va déjà être 40 000 fois plus grand que le problème de base, et à 10, eh bien, on va avoir simplement 100 pour le quadratique, mais on est déjà à plus de 3 millions de fois plus lent pour la complexité d'ordre factoriel. Voilà un petit exercice pour vous. Imaginons qu'il y ait n personnes dans une salle. L'exercice est le suivant. Combien est-ce que de poignées de main vont devoir être échangées si chaque personne doit serrer la main à toutes les autres personnes? Alors, pour résoudre ce problème, on part du principe que la
dernière personne va devoir serrer la main à n-1 personne, c'est-à-dire toutes les personnes sauf elle-même. À ça, on va devoir rajouter le nombre de poignées de main que va devoir faire la personne juste avant elle. Ça va être n-2 personnes. On va continuer ainsi jusqu'à arriver à la dernière personne qui, elle, va devoir serrer la main à personne, vu que tout le monde lui aura déjà serré la main. Cette série, ici, c'est la série divergente que vous avez déjà vue au cours de maths. Et si on fait tendre cette série vers l'infini, eh bien, on va obtenir que on a n fois n-1 sur 2 poignées de main à échanger. Ça, c'est la limite de la série divergente. Alors, si on essaie de calculer l'ordre de cet algorithme-là, on procède de la sorte. Alors, l'ordre, c'est vraiment pour nous donner le terme le plus important de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va avoir en fait n carré moins n sur 2. Le terme le plus important, c'est n carré, donc on simplifie ça ici. Pardon, la dernière ligne ici est une approximation. C'est de l'ordre de n carré pour les poignées de main. Ça, c'est le seul exemple que je donne de calcul de complexité, parce qu'en fait, les règles sont relativement complexes et dépassent le cadre de ce cours. Mais comme ça, vous avez au moins une idée de comment on peut estimer à peu près l'ordre de la complexité d'un algorithme. Alors ici, on a un autre exemple de problème NP complet, c'est le problème des 4 couleurs. Il y a une démonstration qui a été faite qui dit la chose suivante, c'est que lorsqu'on a une carte de n'importe quel endroit sur Terre ou ailleurs, eh bien, cette carte peut être colorisée en utilisant uniquement 4 couleurs, et ce, de manière à ce qu'en fait, deux lieux qui se touchent n'aient pas la même couleur. Alors ça, c'est une démonstration qui a été faite à l'aide d'un ordinateur, en plus, et cette démonstration, eh bien, elle nous dit qu'une solution existe, mais elle ne nous donne pas un algorithme P pour pouvoir trouver cette solution. L'algorithme, malheureusement, est NP pour trouver ça, et il fonctionne un peu de la manière suivante. Donc on doit choisir, ici on a un exemple de la carte de la Suisse, on doit choisir un canton de départ, par exemple le Valais, et puis pour le Valais, eh bien, on doit choisir l'une des 4 couleurs, 1, 2, 3 ou 4. Puis on doit choisir, eh bien, ensuite un deuxième canton. Alors là, on va pouvoir avoir comme choix de deuxième canton, eh bien, Vaud, Genève, Fribourg, etc., etc., avec tous les autres cantons ici. Puis, pour chacune de ces branches, eh bien, on va avoir le choix des couleurs et finalement le choix des cantons restants. Donc ça va nous donner un énorme arbre qu'on va parcourir avec notre algorithme jusqu'à trouver une solution qui est compatible avec les 4 couleurs. Donc 4 couleurs au maximum et 2 cantons adjacents ne se touchent pas. Alors on peut avoir de la chance quand on choisit ou quand on crée notre arbre, si vous voulez, avec le canton de départ et dans quelle branche on suit en premier, mais pas forcément. Et vous allez voir un exemple que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur grâce au lien qui est donné ici, de comment cet algorithme tourne sur l'exemple de la Suisse. Alors si on applique l'algorithme de coloration des 4 couleurs à une carte sur la Suisse, bien, on obtient ici la chose suivante. Donc on va partir à partir du Valais. Là, les conditions qui sont mises dans l'initialisation de l'algorithme, donc c'est-à-dire dans quel canton on commence et puis quelle couleur on choisit, eh bien, nous donne que le Valais va être coloré en bleu. On va suivre ensuite par le canton de Vaud, qui est contigu au Valais, donc on doit choisir une autre couleur. On a pris ici le vert. On va avoir pour Fribourg le bleu, parce que le vert est déjà pris ici. Il n'y a pas de frontière commune entre le Valais et Fribourg. Et si on continue comme ça pour tous les autres cantons de la Suisse, eh bien, on obtient
une coloration avec les 4 couleurs, de sorte que 2 cantons qui se touchent n'ont pas la même couleur. Là, c'est une application, et on voit que là, ça fonctionne. Là, j'ai, dans cet exemple, commencé avec un exemple qui marchait bien, des conditions initiales qui marchaient bien. Je peux également commencer avec des conditions initiales aléatoires. Et ici, eh bien, vous voyez que ça a fonctionné rapidement. J'ai trouvé la solution en 60 pas. Si maintenant je relance avec des conditions initiales, eh bien, potentiellement, ça va aller très vite, ici 73 pas, mais potentiellement, ça peut durer extrêmement longtemps, comme c'est le cas ici. Vous voyez que je suis déjà à plus de 1000 pas. Et je ne peux pas, a priori, savoir dans combien de temps mon algorithme va se terminer. Alors ça, c'est une spécificité en fait des algorithmes gloutons. Là, on utilise un algorithme glouton pour résoudre ce problème-là, qui est un problème NP complet. Et puis, eh bien, cet algorithme, on ne sait pas combien de temps il va falloir pour qu'il converge à une solution. Vous avez vu que dans le meilleur des cas, ça a mis 60 itérations, et là, ben, je ne sais pas si dans 10 secondes ce sera terminé, ou s'il faudra encore 1 heure pour pouvoir trouver la solution à ce problème-là, parce que c'est un algorithme qui utilise une heuristique, donc une approche aléatoire, si vous voulez. On sait que ça va converger, mais on ne sait pas en combien de temps il va falloir pour pouvoir avoir cette convergence. Donc vous pouvez essayer sur votre ordinateur cet algo sur le lien qui est donné dans le slide. Et là, visiblement, c'est pas près de terminer. Un petit quiz pour vous. Imaginez que vous avez un algorithme d'ordre n cube. Avec cet algorithme, il faut 40 secondes pour traiter 1000 éléments. La question est la suivante. Combien de temps faut-il pour traiter 10 000 éléments? Faut-il, réponse A, 50 minutes? Réponse B, 11 heures. Réponse C, 400 secondes. Ou réponse D, 120 secondes. Je vous laisse faire le calcul de votre côté et ensuite donner votre réponse. La réponse était la réponse B, 11 heures. En effet, on multiplie n par 10. Ce qui veut dire qu'on va devoir multiplier le temps par 10 à la puissance 3. Et 10 à la puissance 3 multiplié par 40 secondes va nous donner environ 40 000 secondes, soit environ 11 heures.